Cette semaine, dans le balado, on part à la recherche de trésors en Espagne. On découvre la Norvège. On retourne dans la France des années 60 et également celle d'aujourd'hui. Alors, bienvenue dans mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut Pat! Alors, cette semaine, un programme un peu plus léger. Voilà. Ça dépend quel titre. Ouais, mais tu veux dire dans la quantité? Oui, dans la quantité. Oui, tout à fait. Là, j'espère que tout le monde vous avez eu le temps d'aller revoir les films que vous attendiez le plus. Mettons. Et de digérer, c'est ça, cette offrande de 10-15 films qu'on a parlé la semaine dernière. Oui, exact. C'était 2 films par jour pendant une semaine, et voilà. Donc, cette semaine, un menu plus léger, mais quand même très satisfaisant. De belles découvertes. Mais on va commencer avec l'actualité. Quand même, quelques petites nouvelles qui ont retenu notre attention cette semaine. Donc, quand même un décès quand même marquant. Là, c'est quand même un réalisateur-producteur qui avait quand même une certaine stature à Hollywood. Oui, absolument. C'est Ivan Reitman, qui est un Canadien d'immigration, si on veut. Puis on en parlait récemment puisque le dernier Ghostbuster a pris l'affiche cet automne, où que là, il était rendu producteur, Passation des Reines à son fils. Fait qu'on c'est comme spécial parce qu'on n'avait pas parlé de lui, mettons, depuis 2-3 ans, puis son dernier film. Là, on en parle tout l'automne. Puis là, malheureusement, il nous a quittés à 75 ans, je crois. Oui, donc décédé dans son sommeil, paisiblement. Alors, quand même, Ivan Reitman a connu, je dirais, une carrière plus faste à la fin des années 70 et des années 80. Il était quand même le producteur là, d'un film, une comédie culte, Animal House, qui avait propulsé John Belushi au rang de star. Également, derrière Ghostbusters, comme producteur et réalisateur, évidemment qui demeure son plus grand succès encore. Il avait aussi tourné Stripes avec Bill Murray et Meatballs comme réalisateur. Donc, début de carrière, vraiment tourné avec son comédien fétiche. Ouais. Donc, décès d'Ivan Reitman. Alors, son fils poursuit la tradition parce qu'il est quand même aussi un cinéaste accompli. Donc, a quand même tourné plusieurs films et a pu faire une lettre d'amour à son père, donc en revenant jouer dans cet univers de Ghostbusters. Alors, voilà, pour Ivan Reitman, quand même, un Canadien qui a réussi à s'installer à Hollywood, à faire carrière là-bas. Sinon, une nouvelle, moi, qui me réjouit, je ne sais pas si toi, ça t'excite autant que moi, mais on va avoir enfin un Star Trek 4 avec l'équipage qui est en place depuis maintenant 3 films. Donc, Chris Pine, Zachary Quinto, Zoé Saldana, qui reviennent enfin pour un nouveau film parce que ça faisait quand même quelques années là, que les rumeurs circulaient puis qu'on était proche, mais que finalement, le projet échappait. Le dernier, dont le titre m'échappe, c'est Into Darkness? Non, ça c'était le 2. Le 3, écoute, moi aussi. Puis c'est lui qui avait Idris Elba, entre autres, en méchant et effectivement. tout. Mais ça date, ça doit faire un 7 ans. C'est 2016. Okay. Fait que on est proche. Je sais pas si je dis que ça m'excite. Je suis curieux. Je trouve que c'est une franchise que J.J. Abrams c'est comme brille dedans là, versus Star Wars. Je pense qu'il est plus apprécié dans l'univers de Star Trek. Mais j'ai hâte de voir le scénario. Là, le premier était comme cool, rafraîchissant pour quelqu'un comme moi qui n'a pas vraiment suivi la série. Là. Je sais ce que c'est, mais je n'ai pas écouté ça. J'ai moins de souvenirs du deuxième. Je me souviens de Benedict Cumberbatch. Avec Khan, oui, le retour un peu controversé du personnage de Khan. Mais le 3 était un peu oubliable. Il y avait une grosse séquence là, du Empire, SS Enterprise qui crash, là, que c'était quand même long dans le film, je me souviens. Puis il va avoir le retour du flare partout sur des halos de lumière. C'est certain, bien que de ce que j'ai lu, je ne pense pas qu'il va réaliser parce que le 3e volet aussi avait confié la caméra à Justin Lin qui avait fait quelques Fast and Furious. C'est vrai. C'est vrai. Je pensais que c'était lui. Okay. Donc, mais pas de réalisateur confirmé pour l'instant, mais le scénario serait bouclé. Et là, Paramount est en train de négocier avec les acteurs. Donc, c'est quand même drôle qu'on annonce ça, mais que les comédiens ne sont pas encore signés. Mais en tout cas, ça devrait être très près d'être fait là, si on le mentionne en grande pompe. J'ai hâte de voir aussi... J'oublie son nom, mais c'est-tu Anton Yelchin, le jeune comédien qui est décédé. Qui jouait Tchekhov. Exact, après le tournage. Fait que le film il était dédié quand il avait pris l'affiche, mais là, je sais pas si on va le
le recaster ou expliquer son départ, je sais pas. Effectivement, à À suivre. voir. Donc, normalement, si tout se déroule bien, en décembre 2023. Là, quand même une bonne année et demie encore devant nous. C'est Paramount que ça? Oui. OK. Fait que c'est pour ça, là, ça serait Avatar ce Noël-ci. Puis Et là, voilà. eux, ils prendraient l'autre d'après, la grosse science-fiction. Ouais. Et voilà, et voilà. Donc, à suivre. Et autre annonce, justement, de Paramount. Donc, je pense que c'était en fait leur conférence avec les actionnaires et tout ça. Donc, on a profité aussi pour annoncer, confirmer qu'il y aura bien un 3e volet à la série A Quiet Place. Ouais, mais là, c'est plus John Krasinski. Ça serait celui-là, ouais, parce qu'on avait annoncé aussi un film spin-off. C'est ça? Mais là, ça serait le 3e scénarisé et réalisé par Krasinski. Ah, par Krasinski? Ouais, OK. ouais. Mais est-ce que le spin-off va avoir lieu quand même? Je Que pense. lui, ça serait par le réalisateur de Pig, là? Michael Normalement, oui. Sarkozy, quelque chose comme Ouais, ça. Là. j'ai pas vu que le projet avait été écarté. Là. Je pense qu'on Ok. veut créer encore là un multivers ou un univers partagé. Un terme bien à la mode à Hollywood. Ouais. Donc, Quiet Place 3, là, ça, faut être patient parce que c'est pour 2025. Donc, c'est pas pour OK, tout de c'est suite. ça. On a annoncé qu'on commençait à l'écrire. Voilà, puis, c'est ça. Ça doit Juste être pour- angoissant un peu, tu sais, de pas avoir vraiment écrit ton scénario puis de dire, oublie pas, là, dans 4 ans, telle date précise, ton film sort. Ouais. C'est ça qui Même est dans drôle. 3 ans. Fait que, Tu sais, ok. depuis plusieurs années, on dirait qu'Hollywood travaille ou fonctionne à reculons à l'inverse, finalement. Tu sais, on canne des dates, on bloque des dates, mais il y a projet, rien d'écrit, C'est ça. rien de fait. Ben, des fois, moi, c'est des untitled projects. Fait que comme ils se gardent ça Une jungle, libre, ouais, c'est ça. là, c'est clairement ça. Mais quoique je sais pas si c'est... si à Vegas, on peut miser à savoir est-ce que la date va changer ou ça va rester Ça de pourrait même. devenir une façon de parier. Alors, sinon, c'était le Super Bowl. Et qui dit Super Bowl, évidemment, on parle d'annonces, de primaires, de dévoilements de films, mais ça a été plutôt tranquille. Ouais, je suis resté comparativement. un peu sur ma faim là-dessus. Je dois avouer que c'est ça. S'il y avait eu des paris à Vegas sur les bandes annonces, j'aurais misé pour en voir une de Top Gun. Ouais. Je pense que Tom Cruise avait comme laissé fuir des images là, il y a quelques dimanches auparavant, là, soit encore ou en demi-finale. Fait que je pensais qu'il allait comme reprendre ça pour dire voici la bande-annonce. Le film sort Mois de mai, je qui est pense, hein? Paramount aussi. Sort quand même, mi-mai, début mai. Là, fait que dans 4 mois à peu près, 3 mois même. Fait que ça serait le temps. Mais non, bref, il n'y a pas eu ça. Mais il y a quand même eu quelques trucs. C'est ça, il y a Jurassic World qui a respiné pas mal, mais elle était sortie dans la semaine auparavant. Et il y a Jordan Peele qui nous fait une nouvelle offrande d'horreur avec Nope. Qui nous titille encore parce qu'évidemment, on ne connaît rien au projet. Mais là, quand même, la bande-annonce indique clairement qu'il y aura présence d'extraterrestres. Donc, il revisite un peu Close Encounters of the Third Kind de Spielberg. Moi, j'ai trouvé une bande-annonce efficace. Ben, en fait, oui, elle est juste assez cryptique pour être le fun. Tu vois qu'il y a Daniel Kaluuya, il y a Stephen Young, qu'on connaît aussi pour la série Walking Dead. Walking Dead, exact. Puis c'est Kiki Palmer, je pense, la comédienne, qui sont comme genre en banlieue d'Hollywood ou quelque chose comme ça, assez dans le désert. Puis c'est une espèce de force inconnue qui attire un peu le monde dans le ciel. J'imagine que ça se passe sur pas trop de temps, quelques jours peut-être. Eux sont un peu perdus dans leur ranch, mais dans leur range, pardon. Ce que j'ai peur, c'est que le film sort le 22 juillet. Ça, c'est dans comme 6 mois. D'après moi, ils vont sortir une 2e, puis peut-être une 3e bande-annonce. Puis là, de plus en plus, on va finir par tout voir le film. Fait que je vais essayer de m'en préserver, puis garder ça pour ce moment-là. Et aussi, tu sais, Peele a toujours fait des bons box-office, là, depuis Get Out qui a vraiment surpris. Puis Get Out était sorti genre janvier, là. Fait que ça, c'est quand même un peu une saison de dumping. Puis c'était comme, il y a tout le temps un film d'horreur. Cette année, c'est Scream, par exemple, dans ces périodes-là. Puis là, ça avait fait des centaines de millions. Ça a vraiment surpris. Fait que là, quelques années plus tard, avec Us, même période à peu près, février. Mais là, on va vraiment à l'été, blockbuster. On vise très large. Fait que changement de ton là, pour Universal avec les films de Peele. Tout à fait. Alors, à découvrir le 22 juillet. Chose certaine, je pense que ce sera un film intéressant qui fera jaser. Parce que je dirais pas que c'est un cinéaste qui polarise, mais
on sort toujours d'une bonne discussion quand même avec ces films. Il y a toujours quand même déjà un propos social un peu politique. Donc, je suis curieux de voir. Je sais pas s'il va laisser tomber ça. Il y a aussi le risque de devenir le nouveau Shyamalan, c'est-à-dire le maître de la twist, comme Us avait fait. Get Out, c'était comme dans la nature, mais là, je sais pas si dans son processus, il est obligé de se forcer à faire ça un peu, ou en tout cas, c'est le danger. Parler davantage cet été. Effectivement. Et sinon, deuxième bande-annonce pour le nouveau Doctor Strange and the Multiverse of Madness, qui nous en dévoile un petit peu plus. Ouais, puis celui-là, moi, je suis très excité. Plus que Star Trek. Oui. Mais c'est drôle parce que le premier, puis je pense pas être le seul, je sais pas pour toi, mais le premier Doctor Strange, le film, était assez classique et standard dans sa forme. Je pense qu'on voulait beaucoup présenter le personnage pour qu'on puisse s'en resservir par la suite dans les films où ils sont plusieurs, disons. Mais là, je pense que c'est un film qui va être vraiment canon. Si avec Shang-Chi puis Les Éternels, on trouvait que c'était comme « Ah, mais c'est bien, mais on voit pas où ça s'en va. » Là, depuis Spider-Man, puis avec ce qui va être au menu cette année, j'ai l'impression, là, qu'il va suivre avec Thor, avec Wakanda, Black Panther 2, dans le fond, que là, on est dans phase 4, puis il se passe beaucoup de choses. Là. Fait que ce qu'on comprend, c'est qu'il est parti d'un multivers qui est un peu ouvert avec Spider-Man. Ouais. Et là, il y a encore peut rencontrer n'importe qui. Là. Écoute, sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme. Probablement que vous avez déjà vu plusieurs trucs circuler où tout le monde nomme à peu près tout le monde. Là. Deadpool, le professeur Xavier. Ben là, c'est parce que... Écoute, Iron Man joué par Tom Cruise. Il y a une voix hors champ. Ouais. Puis c'est vraiment identifiable à celle de Patrick Stewart. Sur IMDb, il est déjà ajouté casté dessus, mais on ne sait pas le personnage. Patrick Stewart qui a joué professeur Charles Xavier dans les premiers X-Men. Mais ça peut être juste lui qui joue un autre personnage complètement. J'ai plus l'impression que c'est ça parce que je sais pas. Sinon, il s'est envoyé dans une timeline qui serait comme les X-Men qu'on a connus au début des années 2000. Mais là, on va avoir un Charles Xavier de, je sais pas, 65 ans. Je sais pas quel âge il a... Stewart, même plus un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça serait pas non plus un rôle qu'il veut pour les 10 prochaines années, là, je pense pas. C'est clair. Fait que moi, je serais pas surpris que ce soit juste un autre personnage, mais qui est joué par lui, tout simplement. Là. Ils ont l'habitude de prendre des comédiens de renom. Ouais. Il y a aussi Elizabeth Olsen, c'est ça? Ouais, pour Wanda, qui a l'air elle-même d'être dans 2 univers, donc d'avoir plusieurs identités d'elle. Non, identité? Non, c'est... Entité. Deux entités d'elles-mêmes, c'est ça. Ouais, et pour ceux qui sont vraiment versés dans les bandes dessinées, on suggère de plus en plus qu'il y aurait une espèce d'adaptation du concept de la BD Avengers Illuminati, qui était une mini-série justement où tu avais ces sages-là qui siégeaient sur une espèce de conseil qui présidait l'humanité et tout ça. Là. Donc, on retrouvait Xavier, Doctor Strange, Reed Richards, Monsieur Fantastique, Tony Stark. Donc, on verra bien. Ah, c'est pour ça. En plus, la phrase que Patrick Stewart dit en anglais, c'est « We should tell him the truth ». Fait que ça sonne comme un ordre de personnes qui contrôlent et savent tout. Et moi, je pense qu'il y a encore le projet plus intéressant, c'est que c'est le retour de Sam Raimi, du réalisateur, évidemment, de la première trilogie de Spider-Man. Comme réalisateur dans l'univers du MCU, de Marvel, mais aussi son retour donc au genre de super-héros. Absolument. Puis le film a l'air horreur riche, là, rien comparé à Nope probablement. Là, mais je pense qu'à l'origine, quand ils ont commencé le projet, ils nous disaient que ce serait le premier PG-13, là, genre 13 ans et plus. Mm-hmm. Sûr que des fois, les Américains ont la cote un petit peu plus sévère, fait que ce qui est un 13+, peut être un général déconseillé. Mais je pense qu'il y a déjà eu, nous autres, des générales déconseillés pour certains des Marvel. Ça se tapoche pas mal. Donc, sur les écrans au mois de mai, ce deuxième film de Doctor Strange. Sinon, à l'affiche cette semaine... oui, c'est vrai. Juste, oui, j'ai oublié que c'était... on est en période encore, là, on vous dit à chaque semaine, de remise de prix. Et là, c'est le gala des films canadiens. Oui, les prix écrans canadiens. Les gagnants vont être annoncés là, début avril, je ne me souviens plus la date, mais il y a plusieurs films québécois qui ont paru cette année, qui se distinguent, notamment, en fait, principalement, Les Oiseaux Yves de Ivan Grabovitch, qui a 6 nominations. Et là-dessus, entre autres, la meilleure cinématographie là, pour Sarah Michera, qui est quand même un des éléments très forts de ce film-là. Vraiment.
Il y a L'Arracheuse de temps qui joue aussi dans certains cinémas encore, qui a 5 nominations. Puis, tu sais, dans ce film-là, puis Francis Leclerc, c'est un très bon technicien, là, dans le sens le soin de l'image et de la mise en scène. Fait un peu comme on parlait de Denis Villeneuve avec Dune. Fait que c'est ça qui ressort, direction artistique, costume, coiffure, effets visuels. Fait que c'est ce genre de nomination. Maria Chapdelaine en a 4. Confession qui va sortir cet été en a 3, dont David Lahaye, meilleur acteur de soutien, fait que, qui pique ta curiosité dans son rôle un peu de transgenre ou travesti à découvrir. Il y a Le bruit des moteurs qu'on parlera la semaine prochaine parce qu'il sort le 25 février. Il y a 3 nominations, dont meilleure réalisation et meilleur premier film. Quand fait même, que, pour Philippe Grégoire, c'est épatant. Et Au revoir le bonheur, qui reprend l'affiche le 11 mars, a 2 nominations pour sa part. Alors, ça sera à suivre et on espère que nos films québécois feront belle figure. Donc, on s'attaque aux sorties de la semaine. Absolument. On commence par quoi? Ah, moi, j'irais par le gros blockbuster. Le gros blockbuster américain. Ouais, on saute dans l'action. Alors, évidemment, cette semaine, c'est la sortie d'Uncharted, la fameuse adaptation tirée d'un jeu vidéo qui, écoute, on parle à 2008, la première annonce faite lorsqu'on mettait le projet en chantier. Ça a pris 13 ans. Finalement. Ce qui est fascinant, c'est que les jeux vidéo, je pense, ont commencé en 2007, 6-7. Fait qu'aussitôt sorti, ça a dû être, c'est exclusif à PlayStation, ça a dû être comment ils appellent, les greatest hits, là, un des meilleurs vendeurs. On dit, hey, c'est une histoire de film, ça. Puis là, il y a eu... Je sais pas si c'est là que tu t'en allais, plein d'acteurs, plein de réalisateurs attachés. Tu sais, je pense qu'en 2008, c'est pas le scénario qu'on a aujourd'hui qui ont commencé. C'est juste l'idée de faire un film sur cette franchise. Écoute, puis parmi, c'est ça, il y a 6 réalisateurs donc, qui ont été attachés au projet avant Ruben Fleischer là, qui dirige cette version-ci. Alors, quand même quelques noms intéressants, dont David O. Russell, qui avait fait The Fighter, entre autres un film de boxe avec Mark Wahlberg. Sean Levy, qui est derrière Stranger Things, entre autres, et aussi la trilogie Nuit au musée. Et Travis Knight, qui avait fait le film de Bumblebee de Transformers. Ouais, c'est ça. Aussi. Mais donc, finalement, c'est Fleischer. Réalisateur quand même qu'une feuille de route pas inintéressante. C'est Zombieland que moi j'aime bien. Venom que j'aime un peu moins bien. Mais c'est quand même bien manié l'action et l'humour, disons ça. Et puis les gros budgets. Là, ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans Uncharted? Uncharted, ben, c'est comme le origin story, l'histoire d'origine de Nathan Drake. Fait qu'ici, Nathan et son mentor Victor Sullivan partent à la recherche du trésor de Magellan, qui s'élève à 5 milliards de dollars à peu près. Alors, ce trésor perdu quelque part sur la planète. Fait que ce qui arrive, c'est que le grand frère de Nathan, qui est Samuel, il aurait laissé des indices pour le retrouver. Et ben là, avec cette aventure-là, ils vont aller partout dans le monde et croiser plusieurs personnes qui ont le même objectif qu'eux et qui ne s'entendent pas ensemble. Si donc, on ne réinvente pas la roue, comme vous l'avez pu constater. Écoute, je pense que c'est le genre de film, on s'entend qu'au niveau de l'histoire, c'est souvent très convenu. Donc, il faut accepter des fois les revirements de situation un peu risibles, mais je pense pour les amateurs du genre, je pense que vous serez satisfaits. Ça ne transcende pas le genre, mais un peu à l'époque des Tomb Raider, c'était des films d'action quand même assez divertissants. Moi, j'ai quand même apprécié un peu l'humour. Je pense qu'il y a une bonne chimie entre Wahlberg et Tom Holland. Donc, absolument. C'est sûr que ce genre de film, la distribution, le casting fait le film. Là. Il repose quand même sur leurs épaules. Pour Tom Holland, c'est peut-être pas optimal que ce soit aussi proche de Spider-Man que ça. Là. Il est peut-être un peu... il va être dans les 2 grandes salles dans tous les cinémas en même temps, mettons. Mais puis même en termes de... Je dirais pas de jeu, mais il y a quelques reprises qu'on a l'impression de voir un peu un Peter Parker, un Spider-Man. Mais tu sais, c'est peut-être plus la façon que le personnage a été écrit. Ouais, comme un héros qui fait des acrobaties, qui est sympathique. Puis qui s'excuse. C'est ça. Donc, il est plus gentil que les autres. Oui. Mais bon. Mais voilà. C'est un gros budget. Tu sais, si la semaine dernière, par exemple, avec Mort sur le Nil, on trouvait qu'il y avait un petit peu trop de green screen et tout. Là, ils n'ont pas lésiné. Là. On parle d'à peu près 120 millions pour le film. Fait que, franchement, le budget est à l'écran, là, comme on dit. Oui, non, les effets visuels sont très bien réussis. Les scènes d'action aussi, quand même.
assez spectaculaire. Évidemment, la scène qu'on voit dans les bandes annonces, c'est du cargo et de l'avion et tout ça. Quelques bons revirements, en tout cas, vraiment assez inattendus au niveau du scénario. Quand même quelques petits twists là, qui captent notre intérêt. Il y a un caméo au milieu du film, à peu près. Puis les deux, on se dit, c'est clair, la manière que c'est présenté, c'est clair que c'est un caméo, mais on n'était pas sûr c'est qui. Puis j'ai vérifié, puis c'est Nolan North, puis dans le fond, c'est le voice acteur de Nathan Drake dans la saga de jeux vidéo. Fait que c'est lui qui fait la voix de Nathan depuis, je pense qu'ils sont rendus à 8 jeux. Alors, pour ceux qui sont amateurs du jeu, malheureusement, moi, je dois confesser que je n'ai jamais joué à Uncharted. Alors, je ne peux pas faire de lien à savoir est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas. Alors, j'ai plus un regard en tant qu'amateur de film. J'ai juste joué au 4, A Thief's End. Puis il y avait des parallèles que je trouvais. Il y a des scènes du film que j'étais comme ça, mais c'est dans le jeu, cette affaire-là, où la relation avec son frère... qui a disparu, donc qui se retrouve à travailler avec Sully, qui sait pas vraiment c'est qui apprennent à se connaître. Il y a un peu ça. Mais c'est un peu ça. Là. Après, je pense que toute leur quête de Magellan, il me semble que c'est plus ça, mais ça fait comme 5 ans que j'ai joué à ce jeu-là. C'était en 2017. Fait que, c'est plus frais dans ma mémoire. Mais tu sais, exact, comme tu dis, c'est parce qu'on a... C'est une franchise de jeux vidéo qui est basée sur ce genre de film d'aventure et de recherche de trésors. Et on refait un film à partir de ça. Fait que là... c'est comme inspiré d'une inspiration de quelque chose. Fait que, ouais, mais ça reste très sympathique. Puis, fun fact, c'est ça, Tom Holland il avait dit en entrevue dans la tournée promotionnelle, là, il y a quelques semaines, que le film est né d'une idée que lui avait pitchée à Sony. Okay. Dans le temps que Sony avait encore James Bond, parce que maintenant c'est Universal. Ben, c'est MGM, mais que Sony distribuait. Puis, c'était de faire comme un genre de prequel à la James Bond parce qu'il rêvait de l'incarner. Là. Tom Holland qui joue des Américains tout le temps, mais qui est britannique au fond. Puis eux, ils ont comme passé, là, c'est Broccoli, je pense, ceux qui possèdent les avoirs des James Bond. Ils ont fait non, laissez faire, mais Sony a comme fait cette histoire-là, elle serait pas pire. Dans notre fameux projet de Uncharted qui voit jamais le jour, on pourrait retourner. Alors, c'est lui qui a procuré l'angle. Fait que ça a comme aidé à le recaster. Là. Ils ont dû faire des auditions pareilles. Là. D'ailleurs, c'est ça, je sais plus si on l'a-tu mentionné, là, qu'à l'époque, c'était Wahlberg qui devait jouer Nathan Drake. Effectivement, non, on l'avait pas Le projet a pris tellement de temps à venir que lui, il a vieilli. Fait qu'en fait, là, ça marche plus trop. Fait qu'il est rendu l'acolyte, finalement. Et écoute, on le spoil-tu? Nathan Fillion n'apparaît pas dans le film. Je sais que beaucoup de fans, depuis plusieurs années, poussent tellement pour que ce soit lui qui incarne. Et on aurait pu faire un petit clin d'œil, mais finalement... je pense que si le film avait vu le jour en 2010, 12, ça aurait été correct. Là, il commence à être vieillissant, mais je sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu le mettre en caméo ou quelque chose comme ça. Je sais pas, ça aurait été sympathique. Je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il y a un court-métrage comme amateur qui a été fait, non associé officiellement. Où Nathan Fillion joue genre Nathan Drake ou je sais pas trop. Je vais essayer de regarder ça. Mais voilà. Alors, on change maintenant complètement de registre. Allons en Norvège pour un drame sentimental, comédie dramatique un peu noire, un peu difficile à... Ouais, il n'y a pas un genre bien précis. Non, il touche à plusieurs cordes. Alors, The Worst Person in the World, ou en français... Julie en 12 chapitres. Que j'aime mieux, en fait, le titre, je pense, français, parce qu'évidemment, ça a un lien direct avec la structure du film. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai lu, c'est que le titre, c'est un film norvégien, fait que le titre original ressemble plus à The Worst Person in the World, donc la pire personne au monde, mais ce qui est plus ça serait quasiment un question mark, une question, là, de dire est-ce que tu es vraiment la pire personne au monde? Mais effectivement, Julie en 12 chapitres, ben là, je te devance peut-être, mais le film est divisé en 12 chapitres avec plus une épilogue et une prologue. Fait que ça fait son sens à ce moment-là. Alors, que raconte ce film qui se déroule à Oslo? Et je pense que c'est ce que j'ai aimé aussi du film, c'est qu'on a rarement accès à des films norvégiens, donc c'est intéressant de voir ce petit bout de monde. On n'est pas dans les paysages et les montagnes et tout, on est vraiment à Oslo qui est la capitale. C'est pas un film carte postale, non? Mais une grosse ville, dis-moi. Fait qu'on est à Oslo, c'est une jeune femme nouvellement trentenaire, disons à qui tout sourit, mais qui reste constamment insatisfaite. Ça l'amène à s'enfermer dans un genre de cycle de remise en question puis d'inconfort
qui va éventuellement la ramener à constamment recommencer. Fait que elle est bonne dans les études, mais à chaque fois, elle fait finalement, c'est pas ça que je veux faire. Puis elle recommence. Puis elle se promène entre la médecine, la psychologie, les arts, plein de choses. Puis ça vient affecter aussi ses relations amoureuses là-dedans. J'ai pas envie d'en dire trop puis de laisser plus peut-être apprécier ce qui va se passer au fil du récit. Oui, effectivement. C'est un film qui mérite d'être vu et découvert. Et si je peux le comparer peut-être dans le ton à quelque chose peut-être de peu plus connu ici, ce serait peut-être la bonne époque des Woody Allen parmi ces bonnes comédies dramatiques. Là, de questionnement humain, de questionnement personnel. Les couples, le déchirement des couples, tomber en amour et tout ça. Donc, mais ce qui est ressorti, en fait, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, autre que le scénario est vraiment bien construit, c'est la comédienne qui, d'ailleurs, s'est mérité le prix de la meilleure actrice à Cannes. Donc, je ne sais pas si je vais le dire comme il faut, mais Renate Reinsve, qui... je l'aurais prononcé pareil. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Pas si pire, mon norvégien n'est pas si rouillé que ça. Donc, qui crève vraiment à l'écran. Elle est vraiment très charismatique et elle est de toutes les scènes. Donc, vraiment, juste pour elle, pour la voir, c'est incroyable. Puis... le film, comme tu as mentionné, oui, à Cannes, il y a eu la palme de la meilleure actrice, mais aux Oscars... 2 nominations. En ce moment, 2 nominations. Il y a le meilleur film international, puis meilleur scénario original, c'est ça, ouais. Et moi, c'est un cinéaste que je ne connaissais pas, Joachim Trier. Et de ce que j'ai lu, donc ça ferait partie d'une espèce de trilogie... peut-être urbaine, exact, de sur couple, Oslo, sur Oslo, c'est ça. Donc, lui, c'est un cinéaste qui vient de cette ville-là, qui adore sa ville, qui adore la mettre en valeur, mais comme on disait, c'est pas un film carte postale, c'est vraiment montrer des coins moins connus. Ouais, comment c'est vivre là, finalement. Au quotidien. Donc, je suis curieux et je vais sûrement aller voir ces 2 premiers films. Ouais, moi aussi, il y avait Nouvelle Donne en 2006, puis Oslo 31 août en 2011. Dont la comédienne avait un petit rôle dans ce film-là aussi. Et le comédien principal, d'ailleurs, je pense qu'il tenait le rôle principal aussi, qui est très bon. Je n'ai pas noté son nom, mais... donc, vraiment de très belles scènes, très touchantes. Et une belle mise en scène aussi. Donc, The Worst Person in the World. J'étais curieux qu'on en parle parce que, comme elle est en... c'est pas une crise, mais elle est rendue à 30 ans, puis elle a ces questionnements-là. Tu sais, moi qui est à 35 ans, j'avais une bonne connexion avec ouais, c'est ça. Je m'identifiais quand même à ce qu'elle ressent, comme on est aujourd'hui. Là. Mais je me demandais si toi, qui as à peu près 10 ans, un peu plus vieux, si ça te ramenait dans ta trentaine ou si tu comprends ce qui se passe. Mais là, déjà que tu l'as beaucoup apprécié, j'imagine. Ouais, écoute, moi, je dirais ce qui m'a... Je suis toujours... j'ai un côté très romantique en moi, donc j'aime bien ce genre d'histoire-là aussi. Mais je dirais la scène qui m'a le plus bouleversé, c'est vers la fin, sans trop dévoiler ce qui se déroule. Mais évidemment, elle va renouer avec son ex. Et cette scène-là m'a quand même un peu... m'a touché. Sans en dire plus. C'est ça, on fera notre épisode spécial Oscar dans quelques semaines, avant les cérémonies, mais moi, c'est comme déjà un de mes films préférés de l'année. Là. Bon, pour certains, il va être un 2021, là, ça dépend, mais pour nous, c'est un 2022. Là, il vient d'arriver ici. Puis, non, je trouve ça vraiment fort. Ouais, franchement, là, même si ça gagnait le scénario, je trouverais ça fascinant. Là. Ouais. Déjà d'être là, c'est quand même assez exceptionnel. Ben oui, parce que des fois, il y a même des films américains qui n'ont pas le push, comme on dit souvent, l'argent, l'espèce de lobbying de hey, oubliez pas d'aller écouter mon film pour y voter. Puis là, t'as le film. Puis c'est pas un film à gros budget du tout, là. C'est un film à style. Comme quand tu disais Woody Allen, c'est dans les thèmes, mais pas dans la manière que c'est fait. Moi, ça me rappelle aussi des fois plus ce que Xavier Dolan fait comme genre de film, juste dans comme une personne qui s'investit dans son histoire. Là. C'est un peu ça que je veux dire. Je crois qu'il y avait un petit côté Annie Hall quand même de Woody Allen. Ouais, sans briser le 4e mur. Là. Non, c'est ça, mais tu sais, quand même un élément fantaisiste au milieu du film qui est bien amené. Mais... Fait que non, puis pour revenir à la comédienne Reinsve, ce qui me surprend peut-être de plus du prix qu'elle a reçu, je pense qu'il est mérité, mais c'est pas un rôle
tellement flamboyant, ni lourd, larmoyant, comme on peut s'y attendre des fois. Là, donc, c'est audacieux, et tant mieux Cannes lui avoir offert ce prix-là. C'est juste... moi, je le trouve juste... Un beau rôle bien joué. Ça, il est super réaliste, ouais. en fait. Parce que c'est pas un mélodrame que toute sa famille meurt, puis là, elle est en pleurs. C'est juste... C'est quelqu'un qui se cherche. C'est pas mal ça. Ouais, non. Mais il se passe beaucoup de choses dans le film, cela dit. C'est pas contemplatif. Là. Alors, Julie, en 12 chapitres de Worst Person in the World, si vous aimez le cinéma international, allez voir ce petit bijou de film. Toujours à l'international, donc 2 films de la France très différents l'un de l'autre. Ouais, veux-tu commencer le plus lourd ou le plus léger? Allons-y avec le plus lourd, c'est L'événement. L'événement de Audrey Diwan, qui lui aussi s'est démarqué à l'international en remportant le Lion d'or à la Mostra de Venise en septembre. Il y a aussi... il vient de remporter 2 prix à la cérémonie des Lumières en France, là, ce qui est la presse internationale. Mm-hmm. Meilleur film, meilleure actrice. Puis il y a actuellement 4 nominations au César. Ça va être le 25, je pense, c'est vendredi prochain, la cérémonie. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur espoir féminin. Fait que c'est des films de bonne qualité. Ouais. L'événement, c'est tiré du roman de Annie Ernaux, qui est sa propre histoire, là, dans le fond, un passage de sa vie. Alors, on est en France en 1963. Anne, qui est une étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d'avorter pour ne pas nuire à son éducation. C'est ça, prête à tout pour reprendre, ne pas perdre le contrôle de son avenir. Puis elle s'engage seule dans cette course contre la montre, si on veut, et bravant la loi, car on est à l'époque où c'est complètement interdit, illégal, amoral. Fait que c'est un film très vrai, je sais pas si on peut dire. C'est pas mélodramatique, mais c'est lourd. Des fois, c'est des côtés que aujourd'hui on prend ça pour acquis, quoi qu'il y a encore beaucoup d'endroits et de provinces où on est contre et de gens qui sont contre l'avortement et tout, mais c'est très d'actualité avec ce qui se déroule aux États-Unis depuis 1 an, effectivement. Ouais, c'est ça. On le voit, ouais. Mais c'est ça, puis c'est pas issu d'un viol non plus, c'est juste une erreur. Un accident. À une époque où l'éducation sexuelle n'est pas super forte, on commence à s'émanciper un peu, mais tout est tabou. Il n'y a pas grande contraception non plus, ou utilisation de. Non, parce que comme en parler, c'est pas correct. Fait que c'est un peu pour ça que ça vient. Mais c'est un film aussi qui traite de la solitude et de la solidarité, de l'égalité des sexes. C'est ça, même dans cette étape-là, la personne qui l'a mis enceinte aussi, c'est quoi son rôle là-dedans, jusqu'à quand il est responsable. Elle a dit, si moi j'ai l'enfant, ça met fin à mes études. Là. Je deviens mère au foyer, puis c'est ça. Mais si je me fais avorter, je vais en prison. Personne veut avorter. Le fait, les médecins, ils disent sortez de mon cabinet. Puis... Et c'est ce qui est frappant du film, donc de nous montrer cette époque-là, pas si lointaine, on parle d'une 50aine d'années, de ce combat-là quand même incroyable. Et non, il y a des scènes très, très touchantes. Et vraiment, le film est porté par la comédienne. Son nom... c'est Anna Maria Vartolemi. Qui est vraiment très, très bonne. Écoute, et moi, ce qui m'a fasciné, c'est un détail, mais c'est ses yeux. Elle a des yeux tellement percutants. Donc, j'étais fasciné. Et comme tu l'as dit, le traitement est vraiment pas... on n'est pas dans le drame larmoyant ni sentimental. On manipule pas. C'est quasiment un peu cinéma vérité, tourner caméra à l'épaule. Donc... c'est très frais dans la réalisation. On embarque dans le récit, puis on a juste hâte de savoir où ça va mener, comment elle va réussir finalement à gérer comment ça va tout finir. Ça. Ouais, c'est ça. Il y a des scènes qui sont difficiles, évidemment, vu la thématique, mais on n'est pas dans le body horror non plus. C'est pas pour choquer, c'est plus pour prendre conscience de ce que c'est. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment comme un film fort. Là. C'est comme un film super important. Là. J'adore ça. Des fois, c'est le fun que ce soit plus léger puis que, disons, on se divertisse, mais en même temps,
le cinéma est un moyen artistique de communiquer des messages, des idées, porter à la réflexion. Puis ça en est un très bel exemple aussi. Vraiment. Donc, je pense que c'est unanime pour les deux. Vraiment un film très intéressant, très touchant et percutant à voir. L'événement. Alors, on vous le conseille si vous aimez ce genre de film thématique plus historique, plus, comment dire, avec des enjeux de société. Oui, exact. Et prisé internationalement. Fait que c'en est un de qualité. En parlant de qualité, la qualité des textiles, comme c'est mon segway, comme à la maison Dior. Haute couture de Sylvie Ohayon. Donc, on est vraiment dans un récit très classique d'une femme très aisée qui travaille donc pour la réputée maison Christian Dior. Elle est couturière et va amener dans l'atelier, disons ça, comme stagiaire, une jeune fille issue des ghettos français, des banlieues. Donc, des banlieues plus pauvres. Évidemment, une jeune Algérienne, donc évidemment d'origine arabe. Donc, il y a ce clash-là aussi qui est très présent en France. En fait, moi, c'est ce que j'ai trouvé avec le film. Donc, c'est une histoire très classique. Donc, on essaie de donner un meilleur avenir à quelqu'un qui est confronté un peu à un vide, qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Donc, elle vole, elle fait des coups et tout ça. Donc, alors, je trouve que c'est très français dans cette approche-là de l'histoire. Ben, c'est une situation aussi peut-être qui... Ah, ben, OK, ouais. Le côté, c'est vrai que ça peut rappeler le Intouchable ou il y a eu quelques années le Brio, là, où c'est une jeune fille qui devait faire une présentation, des choses comme ça, là, l'espèce de mentor et cette relation-là. Par contre, ça reste deux personnages qui sont en confrontation souvent parce que les deux ont un fort caractère, tête de cochon, comme on dit. Alors, peut-être mentionner que justement, c'est Nathalie Baye et Lina Coudry qui tiennent les rôles. Donc, et les deux, si l'histoire est très correcte sans plus, là, assez conventionnelle, je dirais, mais quand même, les deux comédiennes font un très bon boulot. Et moi, j'ai vraiment apprécié Lina Coudry. J'ai aimé son bagou, elle a vraiment une force, une très bonne réplique. Et je pense que c'est peut-être elle qui a plus capté mon attention. Oui, absolument. Puis je pense que c'est vraiment une jeune comédienne montante. Ouais. Là. J'ai vu qu'elle va être dans... on en a parlé il y a une bonne secousse, là, mais le projet des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon en 2 films, là, elle va être dedans, jouer. Tout à fait. Elle était dans French Dispatch aussi, de Wes Anderson, un petit rôle. Comme tout le monde. Tout le monde a des petits rôles dans French Dispatch. Elle jouait la copine de Timothée Chalamet, donc peut-être une porte d'ouverture éventuellement vers le marché américain. Donc, mais c'est ça. Alors, si vous aimez... Mais il y a un... Tu sais, pour ajouter, il y a aussi la relation là-dedans du métier, là, comme ils disent, parce que là, le personnage de Talibé a consacré sa vie à la maison Dior, à coudre des... Ah oui, puis là, elle, c'est parce que elle travaille sur sa dernière collection avant sa retraite. Fait que, un peu, il y a le côté de passation des savoirs qu'elle veut faire là-dedans, puis évidemment, ça fait pas l'affaire du reste de l'équipe d'avoir la personne qui est là par un peu un fortuit hasard, si on veut. Je trouve que le film est quand même un petit peu plus... Tu sais, on va dire drame comique, mettons. Il est un peu plus vers le drame que vers la comédie. Là. Quelques moments drôles. Un drame léger. C'est ça. Puis la maison Dior a travaillé d'ailleurs en étroite collaboration avec le film pour les costumes puis les décors. Fait que c'est pas... ça sort pas de nulle part, disons. Il y a un peu l'approbation. Évidemment, s'ils veulent utiliser la marque et le nom et tout. Fait que non, mais c'est 2 caractères, deux personnalités qui sont le fun à voir en confrontation, si on veut. Là-dedans, là, 2 univers différents. Fait comme je disais, c'est assez classique dans la forme du récit, mais il n'y a pas non plus juste le côté de la personne plus vieille, riche, qui va sauver l'autre. Là. Elle a son lot de problèmes aussi, quand même, à elle. Là. C'est pas comme ça qu'elle le voit, je pense. Tout à fait. Non, c'est pas tant stéréotypé. Aussi, ben, pas une problématique, mais... quand même, on utilise beaucoup d'argot. Ouais, le verlan. Donc, c'est pas facile à comprendre des bouts. Là, donc, posez-vous pas trop de questions s'il y a des termes que vous comprenez pas. Quand la jeune est avec son ami, plus dans leur banlieue et tout, là, ouais, c'est ça. Là,
Moi, elle a dit du roro. Là. Puis là, je savais pas c'est quoi. Mais là, tu comprends que c'est de l'art, finalement. D'accord. Donc, haute couture, donc qui prend l'affiche... aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, tout à fait. Et on termine ça avec... il y a autre sortie. Oui, autre sortie. Il y a Chien, ouais. ou version française de Dog, qui est co-réalisé par Reed Caroline, qui est plus un producteur d'habitude. Oui, scénariste aussi. Et Channing Tatum. Oui, quand même. Exact. En fait, Reed est aussi producteur sur Magic Mike, 22 Jump Street, Logan Lucky. Fait que, ils sont connus quelque part là-dedans. Mais c'est sa première réalisation, en fait, pour tous les deux. Là, donc, co-réalisation. C'est une comédie d'amitié, un body movie qu'on appelle, / road movie, donc en balade en voiture pas mal tout le long, entre un ancien ranger puis un chien militaire. C'est un peu comme on vient de dire, quasiment deux caractères fougueux, opposés, qui ont leur charge émotive et de blessures, qui vont devoir apprendre à s'apprivoiser l'un l'autre. Comme ça, on dirait un film digne des Oscars. Ah, mais voilà, engagez-moi. Mais c'est ça, fait que là, il faut qu'il traverse tout le Pacifique pour se rendre à des funérailles, là, puis lui, c'est sa porte d'entrée pour retourner dans l'armée, là, une affaire comme ça. Un peu plus comique dans le ton du film. On revient à cette mode qu'il y a eu à une époque que tu as peut-être, toi, vu rattraper en vidéo. Mais je me souviens très bien de cette année 1989 où il y avait K9 avec Jim Belushi et Turner et Hooch avec Tom Hanks. Alors, deux films... là, c'était policier en plus. Ouais, c'est ça. Là, dans ce cas-ci, c'est deux militaires, là, le chien puis le Channing Tatum, mais ils vont pas désamorcer des bombes. Là. Il faut juste qu'ils se rendent à des funérailles. Donc, pas de meurtre à résoudre. Non, c'est ça, là, de complot. Et voilà. Puis il y a aussi, pas mal plus limité, The Cursed, un film d'horreur qui est, je pense, juste disponible en version originale anglaise, qui est un genre de mystère fantastique d'horreur qui a été écrit et réalisé par Sean Ellis, qui avait offert Anthropoid il y a quelques années à peu près. C'est plus un drame historique. On est à la fin des années 1800, il y a un village de campagne isolé qui était autrefois paisible, mais maintenant il est attaqué. Personne ne sait vraiment par qui ou quoi, mais là on commence à avoir des rumeurs qui se répandent de terre maudite, de forces surnaturelles, et peut-être d'un peu de lycanthrope autour de ça. Là. Ce qui peut rappeler peut-être une vibe du genre le pacte des loups, mettons, là, il y a plusieurs années en France, mais plus horreur riche, là, plus d'épouvante dans ce film-là. Fait que si vous pouvez mettre la main dessus et que ça vous parle, mais sortie probablement limitée vu qu'il est juste en version anglaise. Alors voici ce qui complète la programmation de la semaine, en espérant que vous faites de belles découvertes au cinéma. La semaine prochaine, on parle entre autres de Illusion perdue de Xavier Giannoli, et Xavier Dolan a une nomination au César pour son... En fait, le film a 15 nominations au César. C'est comme le film de l'année en France. Là. Ouais. Puis Xavier Dolan, qui joue un rôle secondaire, a une nomination de meilleur acteur de soutien là-dessus. Fait qu'on pourra s'en reparler la semaine prochaine. Tout à fait. Et d'ici là, comme d'habitude, écrivez-nous par courriel pour nous contacter. Balado, au singulier, @bonciné.ca. Et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et voilà, alors bonne semaine tout le monde, bon cinéma.